Il y a presque un siècle, un animal a été introduit en Australie. Au départ, il semblait être une solution, puis il est devenu une véritable malédiction pour tout un continent. Le crapaud buffle devait éliminer un problème. À la place, il est devenu le problème lui-même. Un envahisseur robuste, toxique et vorace qui a progressé à travers les paysages, atteint les rivières, modifié des écosystèmes entiers et provoqué la disparition de nombreuses espèces indigènes. Des serpents le mordaient et mouraient, des varans tentaient de le dévorer et s'effondraient quelques instants plus tard. Même les crocodiles d'eau douce présents dans les rivières australiennes depuis des temps immémoriaux pouvaient être vaincus par une seule morsure fatale. Puis, après des décennies de pièges, de clôtures, de campagnes de collecte et de plans scientifiques d'urgence, un adversaire inattendu fit son apparition. Une fourmi, pas plus grande qu'un grain de riz, un minuscule point brun rougeâtre dans la poussière, si petit qu'on pourrait facilement ne pas le remarquer. Pourtant, c'est précisément cet insecte qui fut filmé en train d'attaquer l'un des animaux les plus toxiques d'Australie, de le maîtriser puis de le démanteler morceau par morceau en plein jour, au bord d'une mare boueuse, sans craindre le poison, sans hésitation, sans retraite. Si vous aimez les histoires où la nature prend un tournant totalement inattendu, restez jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire commence comme une catastrophe écologique, évolue comme une guerre miniature et se termine par une question qui intrigue encore l'Australie aujourd'hui. Une armée de fourmis peut-elle réellement contribuer à stopper une invasion ? Pendant longtemps, la lutte contre le crapaud buffle semblait perdue d'avance. Cet amphibien possède derrière la tête de grandes glandes à venin capables de sécréter un liquide clair et collant. Pour de nombreux prédateurs australiens, ce poison est mortel. Un chien, un serpent ou un varan attaque généralement sa proie avec la gueule. Il mord, le poison entre en contact avec les muqueuses, puis tout peut basculer très rapidement. Ce venin n'est pas simplement désagréable, il peut perturber le cœur et le système nerveux au point qu'un animal s'effondre en quelques minutes. Les espèces indigènes australiennes n'avaient aucune défense contre une telle arme. Pendant des millions d'années, elles avaient évolué dans un monde relativement isolé des dangers présents sur d'autres continents. Puis ce crapaud est arrivé, lent, massif, rempli de toxines. Pour beaucoup de prédateurs, il ressemblait à un repas facile, jusqu'à ce qu'il morde. Mais un après-midi brûlant dans le territoire du Nord-Oran, des chercheurs observèrent donc quelque chose qui ne correspondait pas à ce schéma. Il se trouvait près d'un petit point d'eau où des milliers de jeunes crapauds devaient bientôt émerger. Ces animaux fraîchement métamorphosés n'étaient pas plus grands qu'un ongle. Ils semblaient fragiles, presque inoffensifs. Pourtant, même à ce stade, leur peau contenait déjà du poison. Puis le sol se mit à bouger, des fourmis de viande sortirent du sable, pas de manière aléatoire, pas individuellement, mais sous la forme d'une vague organisée. Elles ne fuyaient pas, elles attaquaient. Au début, comme les scientifiques, des pensées mentaient que les fourmis disparaîtraient après un bref contact. Après tout, la plupart des autres animaux australiens avaient fini par apprendre à éviter les jeunes crapauds. Mais ce n'est pas ce qui se produisit. Les fourmis se ruèrent directement sur eux. Une fourmi mordit, puis une deuxième. Quelques secondes plus tard, d'autres arrivèrent. Ce que les chercheurs observaient ressemblait moins à une collection d'insectes qu'à un organisme unique doté de centaines de pattes. Les fourmis encerclaient à leur proie, attaquaient simultanément depuis plusieurs directions et ne lâchaient plus prise. Les petits crapauds réagirent exactement comme leurs ancêtres l'avaient fait pendant des générations en Amérique du Sud. Ils se figèrent. Ils cessèrent de bouger, ils attendirent que leur poison décourage les attaquants. Habituellement, cette stratégie fonctionne. De nombreux prédateurs commettent une erreur, goûtent au crapaud, puis apprennent immédiatement la leçon ou ne vivent pas assez longtemps pour l'apprendre. Mais les fourmis jouaient selon des règles totalement différentes. Pendant que le crapaud restait immobile, elle parcourait son dos, ses pattes et sa tête.
Le poison semblait à peine les affecter. Aucune retraite, aucune confusion, aucune hésitation. Elles continuaient simplement leur travail. Pour les chercheurs, ce fut un moment stupéfiant. Pendant des décennies, ils avaient observé le crapaud buffle remporter pratiquement toutes ses confrontations avec les prédateurs indigènes. Et soudain, ils voyaient un animal qui ne semblait ni impressionné ni intimidé. Le plus remarquable était la vitesse. En très peu de temps, un jeune crapaud se retrouvait couvert de dizaines de fourmis. Certaines s'agrippaient aux pattes, d'autres attaquaient les zones les plus sensibles, d'autres encore immobilisaient la proie pendant que des renforts arrivaient. La scène était brutale, mais pour de nombreux défenseurs de la nature, elle représentait aussi un rare signe d'espoir, car pour la première fois depuis longtemps, il semblait que l'invasion n'était peut-être pas totalement incontrôlable. Les chercheurs commencèrent alors à documenter systématiquement ce phénomène. Pendant des heures, ils observèrent les colonies de fourmis autour des points d'eau et enregistrèrent chaque détail. Rapidement, ils remarquèrent quelque chose d'essentiel. Les fourmis ne chassaient pas au hasard, elles se concentraient sur un moment très précis du cycle de vie des crapauds, le moment exact où les têtards deviennent de jeunes animaux terrestres. À cette étape, les jeunes crapauds sont particulièrement vulnérables. Leurs pattes ne sont pas encore totalement développées. Ils se déplacent lentement. Ils passent beaucoup de temps à découvert pour se réchauffer au soleil et c'est précisément là que les fourmis trouvent leur avantage. Plus le sol est chaud, plus les colonies deviennent actives. Les fourmis patrouillent le long des berges, explorent la boue et réagissent instantanément au moindre mouvement. Lorsqu'une éclaireuse découvre un jeune crapaud, quelque chose de fascinant se produit. Elle retourne immédiatement vers la colonie, pas lentement, pas prudemment, mais directement, comme un soldat chargé de transmettre une information cruciale. Quelques instants plus tard, d'autres ouvrières arrivent, puis d'autres, puis encore davantage. En un temps record, une simple découverte se transforme en chasse coordonnée. Les scientifiques comprennent alors qu'il se passe bien plus qu'une simple rencontre entre prédateurs et proies. Les fourmis disposent d'un système de communication extraordinairement efficace, un système capable de diffuser à toute la colonie des informations sur une source de nourriture en quelques minutes seulement, et c'est précisément à ce moment que l'histoire devient encore plus fascinante, car une question inattendue commence à émerger. Si les fourmis sont déjà aussi efficaces contre les jeunes crapauds, serait-il possible de les attirer volontairement vers les endroits où elles seraient les plus utiles? La réponse à cette question allait plus tard conduire à l'une des stratégies les plus surprenantes et les moins coûteuses jamais testées dans la lutte contre le crapaud buffle. Mais pour comprendre pourquoi cette idée était si importante, il faut revenir au moment où le problème a commencé. Et pour cela, nous devons remonter près d'un siècle en arrière, à une époque où les plantations de canne à sucre dominaient de vastes régions du Queensland. Nous sommes en 1935. À cette époque, de nombreux producteurs de canne à sucre étaient sous pression. Leur culture était attaquée par des larves de coléoptères qui dévoraient les racines et menaçaient une grande partie des récoltes. Pour les agriculteurs, la situation devenait critique. La recherche d'une solution était de plus en plus urgente. Puis, une idée apparut, une idée qui semblait brillante. Pourquoi ne pas importer un prédateur naturel de ces insectes nuisibles? Dans d'autres régions du monde, une espèce de crapaud était réputée pour sa consommation massive d'insectes. Originaire d'Amérique du Sud, elle avait déjà été introduite dans plusieurs pays. On espérait qu'elle contrôlerait également les populations de coléoptères en Australie. Quelques individus furent donc importés. Personne n'imaginait alors les conséquences de cette décision, car les crapauds diffironnaient quelque chose que presque personne n'avait prévu. Ils ignorèrent en grande partie les coléoptères. Ces derniers vivaient même souvent en hauteur sur les tiges de canne à sucre. Les crapauds, eux, étaient des animaux terrestres, lourds, lents, peu habiles pour sauter sur de grandes hauteurs. Les deux espèces se rencontraient beaucoup moins souvent que prévu, mais les crapauds y possédaient un avantage considérable. Ils n'étaient pas difficiles. Si quelque chose était assez petit pour être avalé, cela pouvait finir dans leur estomac. Grenouilles, lézards, insectes, jeunes serpents, petits mammifères, pratiquement tout ce qui bougeait, et pendant qu'ils se nourrissaient, ils se reproduisaient à une vitesse dépassant largement les prévisions.
À partir d'une petite population initiale, leur nombre explosa année après année, génération après génération. Leur expansion s'accéléra, les crapauds avancèrent vers l'ouest, puis vers le sud. Ils traversèrent des réseaux fluviaux, colonisèrent de nouveaux paysages et pénétrèrent dans des régions qui n'avaient jamais été confrontées à une menace comparable. Pour de nombreuses espèces indigènes, chaque rencontre devenait un pari mortel. Un varang repère un gros crapaud lent, une proie facile. Il mord. Puis le poison commence à agir, l'animal vacille, ses muscles cessent de répondre. Peu de temps après, il meurt. Le même scénario se répéta encore et encore. Chez les serpents, chez les marsupiaux, chez les crocodiles, chez de nombreux autres prédateurs. Dans certaines régions, les populations s'effondrèrent brutalement. Des espèces présentes depuis des milliers d'années disparurent soudainement de territoires où elles étaient autrefois communes. Et lorsque les prédateurs disparaissent, tout l'équilibre écologique commence à vaciller. Lorsque les chasseurs manquent, d'autres espèces prolifèrent, de nouvelles compétitions apparaissent, les relations entre les animaux changent, un seul envahisseur commençait à réécrire des réseaux alimentaires entiers. L'Australie tenta de réagir. Des bénévoles parcouraient la nuit avec des lampes torches pour ramasser les crapauds. Des communautés organisaient de vastes opérations de capture. Les autorités installaient des barrières, les ingénieurs développaient des pièges spécialisés, les biologistes testaient de nouvelles méthodes, chaque idée apportait quelques succès locaux. Mais le problème fondamental demeurait, l'Australie est immense, immensément vaste. Même lorsqu'on éliminait des dizaines de milliers de crapauds dans une région, d'autres arrivaient depuis les zones voisines. L'invasion ressemblait à une vague lente. On pouvait la ralentir, on pouvait la détourner, mais on ne parvenait pas à l'arrêter. Pendant des années, les scientifiques cherchèrent une solution suffisamment grande pour faire une réelle différence. Et c'est précisément pour cette raison que les fourmis de viande attirèrent autant l'attention. Pour la première fois, on observait une espèce indigène capable de combattre efficacement les crapauds sans aucune intervention humaine. Pas de modification génétique, pas d'introduction d'un nouveau prédateur, pas de technologie coûtant des millions, seulement un insecte qui avait toujours été présent. Un insecte qui démontrait soudainement que la nature elle-même commençait peut-être à répondre à l'invasion, mais il y avait un problème, un gros problème. Les fourmis gagnaient là où elles étaient présentes, mais elles n'étaient pas partout. De nombreux points d'eau se trouvaient loin des grandes colonies. Ailleurs, les populations de fourmis étaient simplement trop faibles pour faire face aux quantités gigantesques de jeunes crapauds. Les scientifiques furent donc confrontés à une nouvelle question, non plus comment tuer les crapauds, mais comment amener davantage de fourmis exactement là où les crapauds apparaissent? La réponse allait être si simple qu'elle semblait presque ridicule, et elle se trouvait déjà dans les rayons des supermarchés australiens. Ce n'était pas une invention de haute technologie, pas un projet secret, pas un programme scientifique à plusieurs millions de dollars. La réponse était de la nourriture pour chats. Lorsque l'idée fut proposée pour la première fois, elle paraissait absurde. Pendant des décennies, les scientifiques ont même développé des modèles complexes, testé de nouvelles méthodes de capture et financé d'importants programmes de recherche. Et maintenant, une simple boîte de nourriture aux poissons pourrait aider à combattre l'un des plus grands problèmes écologiques du pays. Pourtant, la science ne fonctionne pas selon le prestige, elle fonctionne selon les résultats, et les premiers résultats furent stupéfiants. Les chercheurs placèrent des boîtes ouvertes de nourriture pour chats à base de poissons le long des rives des points d'eau, exactement là où des milliers de jeunes crapauds devaient bientôt quitter l'eau après leur métamorphose. Le soleil écrasait la boue de chaleur, l'air semblait vibrer, tout paraissait calme, puis le sol recommença à bouger, d'abord quelques fourmis, puis des dizaines, puis des centaines. Finalement, on avait l'impression que des colonies entières surgissaient du sous-sol, l'odeur intense agissait comme un phare. Les fourmis arrivaient de toutes les directions, elles formaient de véritables patrouilles le long des berges et se concentraient précisément dans les zones où les jeunes crapauds devaient apparaître. Les chercheurs observaient avec
avec attention. Lorsque les premiers crapauds émergèrent de l'eau, une armée les attendait déjà. Beaucoup ne réussirent que quelques bonds, certains ne parcoururent même pas 1 mètre. Les fourmis étaient partout, là où la nourriture pour chats était utilisée, leur nombre augmentait rapidement de manière spectaculaire. Dans certaines zones d'essai, la mortalité des jeunes crapauds atteignit des niveaux qui surprirent même les biologistes les plus expérimentés. Mais le facteur décisif n'était pas seulement l'augmentation du nombre de fourmis, c'était aussi leur présence prolongée. Normalement, les fourmis de viande parcourent continuellement leur territoire. Elles patrouillent, reviennent au nid, ressortent et répartissent leurs activités sur de vastes surfaces. La nourriture pour chats changeait complètement ce comportement. Les colonies restaient désormais actives pendant de longues périodes directement au bord de l'eau, exactement là, exactement au bon moment, exactement pendant les heures critiques où les jeunes crapauds quittaient leur milieu aquatique. Et c'est cette synchronisation parfaite qui faisait toute la différence. Les appâts n'avaient même pas besoin de tuer les crapauds. Ils devaient simplement amener les prédateurs au bon endroit, rien de plus. Pendant que les fourmis accomplissaient leur travail, les chercheurs remarquèrent un autre phénomène intéressant. Les jeunes crapauds buffles sont extrêmement sensibles à la déshydratation. Beaucoup de gens imaginent les crapauds comme des animaux capables de survivre partout, mais durant les premières heures du suivant leur métamorphose, ils dépendent fortement de l'humidité. Ils perdent de l'eau à travers leur peau. Ils ont besoin d'environnements humides et c'est précisément là que les fourmis renforçaient encore leur impact. Même les crapauds qui échappaient aux attaques directes étaient souvent repoussés toujours plus loin de l'eau et chaque mètre supplémentaire augmentait leur risque de survie. Le soleil asséchait le sol, la chaleur montait, l'humidité disparaissait. Pour de nombreux jeunes crapauds, l'environnement se transformait soudain en un véritable parcours d'obstacles où ils devaient affronter à la fois les prédateurs et la déshydratation. La combinaison était remarquablement efficace. La chaleur, la sécheresse, les fourmis, 3 facteurs qui ensemble obtenaient souvent de meilleurs résultats que des mesures techniques beaucoup plus coûteuses. L'un des aspects les plus impressionnants était le coût. Une simple boîte de nourriture pour chat ne valait que quelques dollars. Comparé aux sommes considérables investies pendant des décennies dans d'autres programmes de contrôle, cette méthode semblait presque irréelle. C'est pourquoi de plus en plus de personnes commencèrent à s'y intéresser. Des groupes de conservation de la nature testèrent la stratégie dans des zones sensibles. Des gardes forestiers l'utilisèrent dans des régions abritant des espèces menacées. Des agriculteurs expérimentèrent la méthode autour de leurs étangs et réservoirs. Peu à peu, l'idée se répandit, non pas comme une arme miracle, mais comme un outil pratique, un outil capable d'aider partout où les jeunes crapauds apparaissaient en grand nombre. Cependant, malgré ces résultats prometteurs, les chercheurs mirent en garde contre un optimisme excessif, car il existait une limite que les fourmis ne pouvaient pas franchir, une limite pesant plusieurs kilogrammes. Un crapaud buffle adulte, alors que les jeunes étaient minuscules et vulnérables, la situation était totalement différente chez les adultes. Un crapaud adulte peut atteindre une taille impressionnante, sa peau est épaisse, son corps est puissant, ses glandes à venin sont pleinement développées et surtout, il est suffisamment lourd pour traverser un groupe de fourmis sans courir de réels dangers. Une seule colonie pouvait éliminer des milliers de jeunes crapauds. Mais face à un adulte, elle était pratiquement impuissante. C'est pourquoi cette stratégie ne visait pas le présent, elle visait l'avenir. Bon, les fourmis n'étaient pas censées éliminer les adultes, elles devaient empêcher l'apparition de futurs adultes. Et c'est précisément là que commençait la véritable bataille mathématique. Une seule femelle crapaud buffle peut pondre des milliers d'œufs en très peu de temps. Si même une petite partie survit, la population continue de
croître, mais si la quasi-totalité des jeunes meurent avant d'atteindre l'âge adulte, toute l'équation change radicalement. Pour la première fois, certains scientifiques commencèrent à espérer que l'immense machine de reproduction alimentant l'invasion pouvait être vulnérable, et tandis que les fourmis renforçaient leur présence sur les rives, une réaction tout aussi étonnante se développait du côté des crapauds. Car les crapauds de buffle n'étaient plus exactement les mêmes animaux que ceux introduits en Australie plusieurs décennies auparavant. Ils commençaient à changer, ce qui se produisit ensuite fascina les biologistes de l'évolution du monde entier. Les crapauds ne se contentaient même pas de se répandre, ils s'adaptaient génération après génération, année après année, sur des distances gigantesques. Les individus situés à l'avant de l'invasion devenaient progressivement différents de ceux vivant dans les populations plus anciennes, et les chercheurs remarquèrent que ces pionniers développaient par des pattes plus longues, leur corps devenait plus élancé, ils se déplaçaient plus vite, ils parcouraient des distances bien supérieures à celles de leurs ancêtres. À première vue, cela peut sembler être une modification mineure, mais dans la nature, de petites différences peuvent produire des conséquences immenses. Un crapaud, capable de parcourir quelques centaines de mètres de plus chaque jour, atteint de nouveaux points d'eau avant les autres. Il colonise de nouveaux habitats, il se reproduit dans des régions encore vierges de toute présence de crapauds buffles. Au fil des générations, ces avantages s'accumulent. Les individus les plus rapides rencontrent d'autres individus rapides, ils se reproduisent entre eux, leurs descendants deviennent encore plus performants, et peu à peu apparaît une nouvelle version du crapaud buffle, non pas créée en laboratoire, non pas modifiée artificiellement, mais façonnée par la sélection naturelle, une version plus efficace pour conquérir l'Australie. Pourtant, pendant que les crapauds devenaient plus performants, quelque chose d'intéressant semblait également se produire chez leurs adversaires. Les fourmis de viande paraissaient, elles aussi, gagner en efficacité. Dans les régions colonisées depuis longtemps par les crapauds, certaines colonies réagissaient avec une rapidité remarquable dès l'apparition des jeunes amphibiens. Leurs patrouilles se concentraient davantage autour des points d'eau. Leurs éclaireuses inspectaient les berges avec une intensité particulière. Certains scientifiques commencèrent alors à se poser une question intrigante. Était-ce simplement le fruit de l'expérience, ou quelque chose de plus profond était-il en train de se produire? Les colonies apprenaient-elles collectivement à reconnaître cette nouvelle source de nourriture, ou bien l'espèce elle-même commençait-elle à évoluer? À l'époque, personne ne pouvait répondre avec certitude, mais l'observation était fascinante. Plus une région était occupée depuis longtemps par les crapauds buffles, plus certaines colonies semblaient efficaces pour les repérer et les exploiter. Vu de loin, la situation ressemblait presque à une course aux armements. D'un côté, un envahisseur qui devenait plus rapide, de l'autre, un insecte indigène qui devenait plus efficace pour repérer sa progéniture. Les deux espèces changeaient, les deux espèces s'influençaient mutuellement, et tout cela se déroulait à l'échelle d'un continent entier. Pendant que les chercheurs tentaient de comprendre ces évolutions, d'autres animaux australiens commençaient eux aussi à réagir à leur manière, car les fourmis n'étaient pas les seuls habitants du continent à apprendre à vivre avec les crapauds. Les premiers indices apparurent chez certains oiseaux. Des corbeaux avaient apparemment découvert que les glandes les plus toxiques se trouvaient dans des zones très précises du corps. Au lieu de manger les crapauds, normalement, ils les retournaient et attaquaient uniquement les parties les moins dangereuses. D'autres espèces d'oiseaux développèrent des comportements similaires, puis vinrent les observations concernant les radeaux. Ces animaux intelligents surprirent particulièrement les chercheurs. Le long de plusieurs rivières, des scientifiques découvrirent des restes de crapauds buffles découpés avec une précision étonnante. Les organes toxiques avaient disparu, le reste du corps avait été consommé. Au début, certains chercheurs pensèrent même que des humains étaient responsables de ces découpes. Ce n'est que plus tard qu'ils comprirent que les radeaux réalisaient eux-mêmes cette opération avec une incroyable précision. Chez certaines espèces de serpents, de nouveaux comportements furent également observés. Certains se concentraient sur les très jeunes crapauds. D'autres semblaient adopter des méthodes réduisant le risque d'empoisonnement. Même de grandes araignées furent parfois observées en train de capturer de jeunes crapauds et de les traîner dans leur terrier souterrain.
Pris séparément, aucun de ces exemples n'était spectaculaire, mais ensemble, ils racontaient une histoire remarquable. L'Australie commençait à riposter, non pas grâce à une solution miracle, non pas grâce à un gigantesque programme gouvernemental, mais grâce à des centaines de petites adaptations, grâce à des animaux qui apprenaient, grâce à des espèces qui changeaient, grâce à un écosystème entier qui tentait lentement de répondre à un envahisseur qui l'avait bouleversé pendant des décennies.